Une atmosphère oppressante s'était installée dans l'air, comme un nuage de fumée flottant à l'extérieur de la maison. Les habitants, découvrant cette désagréable surprise, se dispersèrent dans différentes parties de la cuisine et désormais tous semblaient maladroits, renversant constamment des objets, faisant craquer le sol plus que jamais. Que ressentaient les pauvres rats à cet instant, ceux qui avaient vécu tranquillement, bien que dans la faim, dans cette maison, sans être dérangés par la présence humaine? Maintenant, ces mêmes humains avaient échangé leurs rôles avec les rats, apparaissant abattus. Le petit déjeuner se déroula dans un silence total, seulement interrompu de temps en temps par quelques échanges de regards, et lorsque le dernier résident, Margaret, apparut dans l'embrasure de la porte du salon, beaucoup avalèrent nerveusement, exactement comme Marco et ses compagnons l'avaient en fait quand Walter était apparu. Fisher ne fit même pas acte de présence pour le déjeuner. Valait-il la peine de l'attendre? Tous espéraient qu'il se montrerait au moins pour le dîner, mais personne ne croyait plus que l'aventure promise par lui puisse être quelque chose d'amusant. Ce n'est qu'après le déjeuner que Walter trouva quelques minutes pour vérifier la maudite trappe et découvrit qu'elle n'était pas fermée. Un poids se leva de ses épaules. « Il doit y avoir un moyen pour qu'il puisse revenir dans la maison », dit une voix rauque derrière lui. Walter se retourna brusquement et le couvercle de la trappe lui échappa des mains, résonnant dans toute la pièce. Devant lui se tenait Marco. « Il faut qu'on se tire d'ici avant qu'il n'apparaisse », dit Walter en se relevant du sol. Et Walter s'arrêta au milieu de sa phrase, se baissant, penchant la tête vers le sol et écoutant attentivement. Son cœur se serra. L'évasion avait échoué. Comme la nuit précédente, il entendit le bruit sourd du couvercle de la trappe venant des profondeurs du sous-sol, et il sut que Fisher était revenu plus tôt que prévu. Cette fois, ce fut Marco qui attrapa Walter par le cou et le traîna loin du sous-sol, le menant vers les escaliers. En tournant au coin, les deux s'arrêtèrent, et Marco s'approcha suffisamment pour jeter un coup d'œil rapide à la trappe. Quelques minutes plus tard, le couvercle se souleva de quelques centimètres, et après un court instant, Fisher apparut à la surface, sûr que personne ne l'avait vu. Il ferma silencieusement le couvercle et se dirigea vers la salle à manger, jetant des regards autour de lui comme s'il redoutait d'être observé. Profitant de l'occasion, Marco tira Walter hors de portée de la vue de Fisher. Plusieurs fois avant le dîner, Walter tenta de descendre au premier étage pour explorer, mais chaque fois, il découvrit que Fisher était prêt. Parfois dans le salon, parfois dans la pièce attenante ou dans le couloir. Enfin, lorsque l'horloge marqua 7 heures, Walter et Marco furent un peu les premiers à descendre dans le salon, trouvant que la table était dressée et que le propriétaire de la maison était occupé dans l'atelier. La raison du bruit constant dans le sous-sol, que Walter n'avait pas pu expliquer, était désormais aussi claire que de l'eau de roche. Le couvercle de la trappe était désormais recouvert d'un piano massif, qui quelques heures plus tôt se trouvait dans un coin de l'atelier. Bien sûr, personne à part Marco et Walter n'aurait remarqué ce changement, car personne n'avait pensé à pénétrer dans cette partie de la maison. Walter était furieux. Toute la journée, ses plans d'évasion avaient échoué, et maintenant, il était définitivement piégé. Pour combien de temps? Cela restait incertain. Cependant, son esprit lui offrit rapidement une dose de réalité. Marco avait raison dans une certaine mesure. Ils étaient entourés par une vaste steppe, les fermes étaient éloignées, et la ville encore plus. Comment retrouver le chemin dans un endroit aussi isolé? Il était plus facile de pourrir dans cette maison avec ses planches que de mourir de faim dans la steppe. 10 minutes plus tard, les autres invités se rassemblèrent dans la salle à manger, mais Fisher ne fit toujours pas son apparition depuis l'atelier et ne faisait aucun bruit. Lorsqu'il entra enfin dans la salle à manger, personne ne se précipita pour lui poser des questions. Ils le regardaient comme simplement depuis leur place, fouillant avec leur fourchette dans un morceau de viande nappé de sauce soja, attendant qu'il explique par lui-même ce qui se passait. « Eh bien, dit enfin Fisher, quand presque tout le monde avait terminé le dessert. Je dois admettre que je vous dois quelques explications. » Plusieurs des présents laissèrent tomber leurs couverts dans leurs assiettes et, s'appuyant sur la table, regardèrent Fisher avec un mécontentement évident qu'il ignora complètement. « Je ne vais pas tourner autour du pot, » continua-t-il. « Vous vous demandez tous pourquoi les portes et les fenêtres sont bloquées, n'est-ce pas ?» Et sans attendre de réponse, il poursuivit. « C'était une mesure nécessaire, car je suis sûr que l'un d'entre vous avait déjà pensé à s'échapper. » Les yeux de Fisher brillèrent d'une lueur étrange et se croisèrent avec ceux de Walter. « Et je n'aime pas les mauvaises surprises. Quant à ma promesse, maintenant je vais vous expliquer les règles du jeu, des règles que vous serez obligés d'accepter, car vous n'avez pas d'autre choix. Dans cette maison, il n'y a que 2 portes, la principale et celle de secours. À chacune d'elles, ainsi que dans les fenêtres, il y a une petite bombe avec un minuteur programmé pour 10 heures. Toutes les bombes sont reliées entre elles de manière à ce que, si quelqu'un tente de désactiver l'une d'elles, un piège se déclenche et toutes les bombes exploseront. La maison volera en éclats, bien que je doute que vous laissiez cela arriver.
Autour de la table, l'agitation commença à gagner tout le monde. Certains se mirent à bouger nerveusement dans leurs sièges. Les expressions de colère sur certains visages se transformèrent en véritable peur. Personne ne savait si Fisher plaisantait ou s'il parlait sérieusement. « Mais, dit Fisher en levant la main, une des bombes est hors circuit. Elle est reliée aux autres, mais les câbles sont endommagés et elle ne reçoit plus de signal. Votre tâche est de trouver la sortie d'ici. Mais seuls 4 d'entre vous pourront en sortir. Les autres, s'ils ne se tunent pas entre eux avant, seront tués par mes soins. Je vous attendrai dehors, mais rappelez-vous, vous n'avez que 10 heures, pas 1 minute de plus. » Fisher se leva de la table et sortit un revolver de sa veste. Le premier à réagir fut Warren, qui se leva d'un bond, attrapa un couteau de table et se lança sur Fisher, mais ce dernier réagit plus vite et lui tira dans le poignet. Le couteau tomba au sol avec un bruit sourd et le sang de la plaie se mit à couler à côté de la lame brillante. Warren se saisit de sa main blessée et cria, serrant les dents avec toute la force qu'il avait, puis retomba dans sa chaise. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Tony, qui était assis en face de lui, n'eut aucun mal à lire la haine dans son regard. « Quelqu'un d'autre veut protester ?» demanda Fisher, avec un sourire satisfait. « Je vais demander à ceux qui sont assis à ma gauche de monter à l'étage et de commencer à chercher là-haut, tandis que les autres commenceront ici en bas. Je ne veux pas que vous vous tranchiez la gorge immédiatement. Allez-y. » Par hasard, ou peut-être délibérément, Walter était assis près des portes, avec Marco, Margaret et Tony. Il prit les devants et, d'un coup, se leva de la table, attrapant Marco et sa femme par la main, tandis que Tony n'eut qu'à les suivre. Walter se hâta de monter les escaliers, arriva dans sa chambre et ouvrit la porte d'un coup. Essoufflé par la tension, il se glissa sous le lit et, pour son grand soulagement, trouva la prise de la hache. Margaret, qui avait été la première à entrer dans la chambre, resta figée sur le seuil en voyant l'arme familière dans les mains de Walter. Ce dernier s'assit sur le sol poussiéreux et repoussa une mèche de cheveux tombée sur son visage. Il esquissa un sourire étrange et dit « Alors, on joue ?» Marco se maudit intérieurement de tout ce qu'il pouvait. Il aurait dû croire Walter. Au final, tout se résumait à ce que Walter avait craint. Walter avait été bien plus perspicace que tout le monde ne l'avait imaginé. Et cette fois, il avait eu raison de façon impardonnable. Marco se précipita vers la commode et en tira le revolver qu'il espérait ne pas avoir à utiliser. Il n'était pas un lâche, mais maintenant, une peur indescriptible commençait à monter du plus profond de lui et dévorer sa conscience. Il n'avait que 10 heures, mais personne ne pouvait être sûr qu'aucune des mines ne fonctionnerait. Peut-être que tout cela n'était qu'une blague, et qu'il n'y avait pas d'issue à cette fichue maison. De toute façon, la seule option viable restait le sous-sol, que seuls lui et Walter connaissaient. Cependant, Marco hésitait. Fisher pourrait aussi avoir bloqué cette sortie. Mais c'était leur seule chance de s'échapper, bien qu'elle se trouve là où Warren et sa bande rôdaient. Ce qui signifiait que descendre là-bas pourrait signifier recevoir une balle dans le front, ou pire. Lorsque Marco arriva au seuil de la chambre de Walter, ce dernier était debout près de la fenêtre, appuyé sur le rebord écaillé. Margaret, déjà très pâle, semblait maintenant complètement blanche, comme une feuille de papier. Tony était discrètement dans un coin, la main gauche posée sur sa ceinture, et ce n'est que lorsque Marco entra dans la pièce, qu'il remarqua que Tony avait un étui sous ses doigts. Marco se rapprocha de Walter, mais il ne comprenait pas pourquoi il ne faisait rien. Walter, remarquant l'expression sur le visage de son compagnon du coin de l'œil, désigna l'espace entre les montants de la fenêtre. Ce n'est qu'alors que Marco aperçut une petite boîte ronde noire, d'où sortaient des câbles des 2 côtés. Sans aucun doute, c'était une mine. À peine Marco détourna-t-il son regard de la fenêtre que l'indicateur de la bombe clignota en rouge. Fisher venait d'activer le système. « Il n'y a qu'une seule issue, » dit Walter en se tournant vers les autres. « Mais nous devons descendre, et ces salauds sont là en bas. Nous allons agir ensemble et suivre uniquement mes instructions. » Anthony, avec une expression oscillant entre protestation et mécontentement, acquiesça, comme s'il ne voyait pas d'autre choix, et se dirigea vers le rebord de la fenêtre. « Mais comment savoir quelle mine ne fonctionne pas ?» demanda-t-il. « Les indicateurs doivent-ils fonctionner sur toutes, sinon ça serait beaucoup plus facile. » « Nous n'avons pas besoin des mines, » répondit Walter en jetant un rapide coup d'œil à sa femme, puis en se tournant vers Anthony. « Il y a une autre sortie, mais nous devons l'atteindre. »« Où est-elle ?»« Vous allez la voir. » Pendant un instant, Walter resta là, appuyé sur le manche de la hache, mais le regard de Marco, qui fixait un endroit derrière lui, et l'ouïe fine de Walter, qui capta le bruit métallique de quelque chose, le firent se retourner lentement. Margaret était immobile, les yeux implorants, son regard rivé sur son mari. Un couteau était pressé contre sa gorge et Walter reconnut qu'il faisait partie du jeu de couvert de Fisher. Une main, recouverte de veines aussi épaisses que des cordes, la maintenait fermement par le cou. L'attaquant était plus petit que Margaret et, en sortant un peu de derrière elle, il montra son visage. Walter eut à peine le temps de reconnaître Isaac.
Le visage de l'agent immobilier était couvert de sueur, brillant sous la lumière de la lampe, et sur sa joue gauche, il y avait une profonde entaille, presque jusqu'à l'os, qui saignait encore. Le sang avait imbibé son cou et sa chemise, et la partie gauche de sa poitrine était entièrement maculée. Isaac esquissa un sourire sauvage, et Walter aperçut une tache rouge sur ses dents. « Où as-tu trouvé la sortie » demanda Isaac, serrant encore plus le cou de Margaret. « Comme si je t'allais te le dire, » répliqua Walter. « Lâche-la, et on en parlera. » Isaac fronça les sourcils, semblant réfléchir aux paroles de Walter, mais après un instant, il lâcha Margaret et recula d'un pas. Les mouvements de Walter furent n'écart si rapides qu'Isaac n'eut pas le temps de réagir. En 2 grands pas, Walter traversa la distance entre lui et Margaret, la poussant violemment sur le côté et enfonçant la hache dans la poitrine d'Isaac, le faisant tomber au sol. Un craquement de os se fit entendre, aussitôt étouffé par le cri de douleur du blessé. Le tranchant de la hache avait traversé sa poitrine si profondément que le haut du manche était resté incrusté dans son corps. Walter arracha la hache du corps d'un coup sec, et du sang épais jaillit de la plaie, trempant la chemise et se coulant en ruisseau fin le long du corps. Isaac était toujours en vie, se tordant de douleur, tentant de se relever, mais le sang qui s'écoulait de sa gorge l'en empêchait. Sa tête tomba sans force à nouveau au sol, et sa poitrine ensanglantée se soulevait frénétiquement, tandis qu'un bruit de gargouillement s'échappait de sa gorge. Isaac se noyait et haletait, mais à Walter cela semblait insuffisant. Margaret, qui observait terrifiée toute la scène, ne vit le visage de son mari qu'un instant, mais ce fut suffisant. Dans ses yeux écarquillés, on pouvait lire une fureur animale, et ses mouvements rapides et précis le faisaient ressembler à un prédateur en pleine chasse. Walter posa le pied sur le cou de l'agonisant Isaac avec la semelle de sa lourde botte et commença à appuyer avec force, s'appuyant sur un genou et fixant intensément ses yeux enflés. « Walter, arrête !» dit la voix de sa femme, comme dans un rêve. Mais il n'y eut aucune réponse. Un dernier craquement se fit entendre comme si quelque chose se brisait en deux, et les mains d'Isaac, qui avaient hontévainement tenté de s'accrocher à la jambe de Walter, tombèrent sans vie. Walter se redressa et observa le résultat de ses actions avec des yeux de prédateur. Isaac, complètement couvert de sang, gisait immobile, tandis que le sang continuait de s'écouler de la fente dans sa poitrine. « Un de moins » dit Walter d'une solennité malveillante, jetant un regard satisfait à la Margaret complètement pâlie. Elle gardait sa main là où les doigts d'Isaac reposèrent quelques instants plus tôt et frottait sa peau machinalement. « Pourquoi » murmura-t-elle, fixant avec horreur les yeux bruns de Walter. « Je t'ai sauvé la vie, imbécile » tonna-t-il, lui retirant la main de son cou. Il la saisit par le menton et, sans s'approcher comme il le faisait parfois, lui dit « Tu voulais être à sa place ?» Le visage de Margaret changea brusquement. Elle écartait son menton des doigts osseux et forts de Walter et lui donna une gifle. Il semblait que Walter était prêt à tuer sa propre femme à cet instant. Elle se coucha la joue rouge et sortit de la pièce, foulant le corps ensanglanté d'Isaac. Des jurons se faisaient entendre depuis les escaliers et de temps en temps des bruits inconnus. La voix, pleine d'irritation et de cris, appartenait sans aucun doute à Warren. Comme Walter, le leader avait pris les devants et donnait des ordres, bien que ceux-ci soient complètement inutiles. Walter sortit dans l'escalier et se pencha sur la rampe pour essayer de voir, même de façon indirecte, ce qui se passait en bas. Mais cette fois, il n'eut pas de chance. À peine avait-il tourné la tête qu'Abigail, qui faisait la garde avec un pistolet dans la main, le remarqua immédiatement. Walter n'eut que le temps de se détourner avant d'entendre le coup de feu. « Que se passe-t-il là-bas » cria Warren, sans prendre la peine de sortir de la salle à manger. « Ces salauds sont en train de sortir, » répondit Abigail. « Je m'en charge. » Il n'y eut aucune réponse. Aux oreilles de Walter, un grincement aigu des planches du sol parvint, et il sut que la dame de l'arme s'approchait. Une main lourde toucha l'épaule de Walter qui faillit frapper Marco dans les côtes avec son coude. Marco se mit un doigt sur les lèvres et leva son revolver se cachant derrière le mur. La tête d'Abigail, ses cheveux emmêlés et étrangement gras, apparut quelques secondes plus tard, et Marco tira. La balle se ficha dans le mur, passant dangereusement près de la tête d'Abigail. Elle recula immédiatement d'un pas et leva son arme en position. Un moment de silence s'écoula, et Marco ressortit de sa cachette, après quoi un autre coup de feu se fit entendre. La balle passa si loin de sa cible que Walter eut l'impression qu'Abigail tirait à l'aveugle ou qu'elle ne savait pas du tout tirer. Marco sortit à nouveau de sa cachette, mais depuis sa position, il ne voyait pas Abigail. La voix irritée de Warren se fit entendre à nouveau depuis la salle à manger, mais cette fois, elle ne répondit pas. Walter se fatigua d'attendre et, accroupi contre le mur, commença lentement à descendre les escaliers. Tony tira sans ménagement Marco de sa cachette, le laissant auprès de Margaret, et prit sa place, cherchant Abigail. Étant plus grand que Marco, il aperçut immédiatement la tête d'Abigail, qui s'appuyait tout entière contre la rambarde.
Walter s'arrêta à mi-chemin des escaliers et fixa Tony, qui hocha immédiatement la tête, lui indiquant qu'il était aligné avec la position d'Abigail. Pour donner à Walter une chance, Tony se montra de son abri et tira sur Abigail. Un cri bref se fit entendre, puis son arme tomba de ses mains et elle se saisit de son avant-bras. Tony avait été d'une précision extrême. Walter sauta par-dessus la rambarde et manqua de tomber sur Abigail elle-même, la plaquant contre le mur sous son poids. Il la saisit par le cou et commença à l'étrangler, mais quelque chose attira immédiatement son attention. Un mouvement en bas, sur le premier palier, révéla Warren tenant une énorme carabine. D'où diable avait-il trouvé cette arme? Walter n'eut pas le temps de réfléchir, car Warren avait déjà visé, et sans aucun doute allait faire mouche. Un coup de feu retentit. Walter réussit à attraper Abigail par les épaules et à la tourner, utilisant son corps comme bouclier. Il sentit Abigail se secouer dans ses bras, ses longues ongles s'enfonçant dans ses coudes. Le visage de Warren se tordit en une grimace d'horreur. Il baissa la carabine, observant le corps de sa complice qui n'était toujours pas tombé au sol grâce à Walter. Tony surgit de derrière le mur et tira sur Warren, mais ce dernier l'aperçut avant et réussit à se cacher à nouveau. Abigail était encore en vie. Walter sentait dans sa paume le sang de sa blessure s'écouler entre ses doigts. Son visage se déforma dans une grimace de dégoût et il lâcha la jeune femme, qui s'effondra immédiatement sur les marches à ses pieds. Sur son dos, 2 taches sanglantes étaient visibles, d'un rouge sombre au centre qui se fanait vers les bords. Warren lui avait tiré directement dans la région lombaire, et il était clair qu'il n'y avait plus de salut pour elle. Avec effort, Walter écartait de ses jambes les doigts d'Abigail, qui s'agrippait à ses pantalons dans une prise mortelle, et sauta les marches, suivant Tony qui avançait devant lui, courbé sur ses genoux. « Et maintenant ?» murmura Tony, lorsque Walter arriva derrière lui, tenant devant son visage le tranchant brillant de la hache, d'où coulait encore un liquide rouge foncé. Walter désigna l'instrument de musique qui bloquait une trappe et dit « Il faut déplacer le piano, la trappe est en dessous. » « Qu'y a-t-il sous la trappe ?»« Le sous-sol. De là, on peut sortir à l'extérieur. » Tony cacha sa surprise, bien que sans succès, et acquiesça. Il se redressa et se dirigea vers les portes de la salle à manger. Une des portes était ouverte, l'autre fermée. Le haut de la porte était vitré, et dans le reflet de la porte opposée, Tony aperçut Warren et Blaze. Glenn n'était nulle part en vue. Warren avait enveloppé son poignet blessé dans un chiffon, déjà imbibé de sang, et faisait des mouvements avec sa main saine, mais rien n'était visible derrière son dos massif. La carabine avait été prise en main par Blaze, qui pressait fermement la crosse contre sa poitrine et jetait de temps en temps un coup d'œil à Warren qui continuait ses manipulations. Lorsqu'il tourna à nouveau le dos, Tony se faufila rapidement dans le couloir, se plaçant de l'autre côté pour avoir une vue directe sur ses compagnons. Mais il ne passa pas inaperçu. Blaze se dirigea vers la sortie, avertissant Warren au préalable, et marchait lentement vers Tony. Tony s'accroupit, se cachant derrière le chambranle de la porte, et dès que Blaze s'approcha de lui, il lui tira une balle dans le mollet. Blaze s'effondra au sol en criant, lâchant l'arme que Tony récupéra immédiatement. Il rangea son pistolet dans son étui et courut vers le piano, se cachant derrière. Blaze, sans cesser de crier, commença à ramper, laissant une traînée de sang tandis que sa jambe brisée saignait sans cesse. Walter se redressa et s'approcha de lui, sans se soucier de Warren, désarmé, qui ne semblait pas pressé de venir en aide à son coéquipier, et leva la hache au-dessus de sa tête. Marco, attrapant Margaret par le poignet, courut à côté de lui, rejoignant Tony qui avait déjà commencé à pousser le lourd instrument. Le piano était déjà à moitié déplacé lorsque le cri d'Abigail et un bruit sourd retentirent. Avec ses dernières forces, elle poignarda Walter dans l'omoplate droite avec un couteau de poche, bien qu'elle ait clairement voulu lui enfoncer le couteau dans le cœur, mais elle n'avait plus la force nécessaire. En grognant entre ses dents, Walter laissa tomber la hache, qui tomba avec le côté arrière sur la tête de Blaze. Le coup fut suffisamment fort pour lui ouvrir le crâne, mais Blaze était encore en vie. Abigail n'eut pas la force de retirer le couteau du dos de Walter, et esquivant sa main lourde, il l'attrapa par les cheveux à la nuque et, de toutes ses forces, écrasa son visage contre le verre. Le bruit du verre brisé se mêla au son d'un coup de feu. Anthony, dès qu'Abigail fut exposée, tira 2 balles qui lui éclatèrent dans le crâne. Son corps tomba dans un bruit sourd, et son visage, défiguré au point de devenir méconnaissable, était couvert de sang. Les cris de Walter ne cessaient pas. Il recula et faillit se cogner le dos contre le mur, ce qui aurait été catastrophique pour lui. Le couteau était toujours planté dans son omoplate. Tony sortit de sa cachette et jeta un coup d'œil dans la salle à manger, mais il ne voyait Warren nulle part. Les éclats de verre triangulaires, qui dépassèrent du bois, étaient tachés de sang. Walter se tenait le côté gauche du visage et le sang coulait à flots entre ses doigts. « Tiens bon, ça va faire mal un peu », murmura Tony à son oreille. Avant que Walter puisse réagir, Tony tira sur le manche du couteau et une douleur insupportable traversa tout son corps. Walter ne put réprimer ses gémissements.
Tony, avec soulagement, remarqua que la lame était assez petite. Le pull s'était collé fermement à l'endroit où se trouvait le couteau, et sur le tissu noir, la sang ne se voyait presque pas. Tony tourna Walter pour qu'il le regarde en face et, avec effort, écarta sa main de son visage. La scène qu'il découvrit le fit avaler sa salive nerveusement. Le verre avait littéralement déchiré la peau, créant une plaie allant du front à la mâchoire, du pont du nez au menton. Les bords de la plaie étaient grand ouverts, laissant apparaître de la chair rouge, et un petit fragment de verre s'était incrusté profondément dans le cartilage du pont du nez. Le sang coulait depuis son front, recouvrant son œil gauche, dont la paupière était également coupée. « L'œil va bien » demanda Tony. « Je crois que oui » grogna Walter. « Bougez-vous, qu'est-ce que vous attendez » cria Tony, se rendant compte que Marco et Margaret étaient empétrifiés, regardant horrifiés le carnage sanglant du visage de Walter. Blaze gisait immobile, mais sa poitrine bougeait encore, ce qui signifiait qu'il n'était pas mort. Tony entra dans la salle à manger sans abaisser son fusil, et ce n'est que lorsqu'il arriva à côté de Blaze qu'il remarqua qu'il avait un chargeur à sa ceinture. Il se baissa, le lui arracha et le glissa dans la poche de son gilet. Warren n'était nulle part en vue, ce qui inquiéta Tony, car il ne pouvait pas s'être volatilisé. Cela signifiait qu'il y avait une route d'évasion par laquelle il s'était caché ou échappé. Tony saisit Walter, qui s'était glissé le long du mur, laissant une traînée de sang sur le papier peint, et le traîna vers l'évier. « Lave vite la plaie et sortons d'ici » ordonna-t-il, sans s'éloigner d'un pas du blessé. Walter, fermant les yeux, tâta le robinet et l'ouvrit complètement. Un jet d'eau commença à éclabousser partout, trempant la partie inférieure de son pull en quelques secondes. Walter prit son temps pour nettoyer les blessures, laissant une grande quantité de sang s'écouler par le drain. Ses gémissements ne cessaient pas et son cœur battait frénétiquement dans sa poitrine. Heureusement, son œil était intact, mais il ne pouvait pas l'ouvrir. Il déchira une serviette du crochet et la pressa contre ses blessures, mais, au même instant, ses mains se retirèrent brutalement. Une douleur insupportable le parcourut jusqu'au bout des doigts, et son visage déjà défiguré se contracta encore plus. Tony lui arracha la serviette pleine de sang et la jeta dans l'évier, sans même penser à fermer le robinet. Il traîna Walter dans le couloir où la trappe était déjà ouverte. Ni Margaret ni Marco n'étaient là. Tony laissa passer Walter en premier et ce dernier, titubant, commença à descendre. Sur l'avant-dernier échelon, il glissa et tomba sur le dos, mais la paille amortit un peu sa chute. Quelques épis se plantèrent douloureusement dans la plaie de son omoplate, mais Walter ne pouvait pas se relever. Margaret et Marco coururent s'aider vers lui, le relevant en un instant. Serrant les dents, Walter se plia en deux et hurla comme un loup. Il poussa Marco et sa femme lorsque Tony sauta derrière eux et derrière lui, Warren surgit soudainement à travers l'ouverture. Tony appuya sur la gâchette, mais l'arme ne tira pas. Il n'avait pas eu le temps de charger quand Warren se jeta sur lui avec un énorme couteau à la main. « Emmenez-le » hurla Tony par-dessus son épaule, tout en saisissant la main de Warren avec le couteau et en tentant de dévier la lame de sa gorge. Marco et Margaret attrapèrent de nouveau Walter, qui avait à peine la force de se tenir debout, et le traînèrent vers la trappe. « Laissez-moi tranquille » Walter se dégagea de leurs mains et se précipita vers ceux qui se battaient. Margaret essaya de le suivre, mais Marco la saisit fermement par le poignet, l'éloignant. Warren renversa Tony au sol et, avec les deux mains agrippées aux manches du couteau, utilisa tout son poids pour rapprocher la lame du cou de son adversaire. Tony sentit déjà la pointe de la lame frôler sa peau lorsque Walter attrapa Warren par le visage et le rejeta violemment en arrière. Le couteau s'éloigna de la gorge de Tony et ce dernier le arracha des mains affaiblies de Warren. Walter saisit fermement son adversaire par les cheveux d'une main, tandis que de l'autre, il agrippait son poignet blessé. Un cri déchirant s'échappa de la gorge de Warren, résonnant dans tout le lieu obscur. Le visage de Walter, brillant de sang et de sueur, avec les cicatrices visibles, se tordit en une grimace épouvantable, dont l'origine était difficile à déchiffrer dans la pénombre. Il tourna Warren vers lui et le frappa de plein fouet contre la poutre, exactement comme Abigail l'avait frappé lui-même quelques minutes auparavant. Un craquement se fit entendre, suivi d'un cri perçant qui résonna dans le sous-sol. Le nez de Warren se brisa et le sang commença à s'écouler de ses narines. Walter le frappa à nouveau contre la poutre, qui répondit par un écho métallique. Lors du troisième coup, les jambes de Warren se plièrent, et ses cheveux trempés de sueur glissèrent des doigts de Walter. Warren le frappa à la genou, mais Walter parvint à rester debout. La trappe de l'autre côté était sans cadenas, et Marco l'ouvrit sans effort. Il aida Margaret à se lever, et il ne leur restait plus qu'à attendre. Tony jeta le couteau loin de lui, et avec difficulté se releva. Il retrouva à peine la carabine perdue, et maintenant, les doigts tremblants de l'effort, il la rechargeait. Il visa soigneusement, espérant que Warren se retournerait, car il y avait un grand risque de tirer sur la mauvaise personne dans le chaos. Mais, malgré la lutte, il semblait qu'il n'y aurait pas de fin. « Walter !» rugit Tony. Walter s'arrêta un instant, regarda son camarade, mais comprit rapidement ce qu'on attendait de lui, et tourna brusquement son adversaire, lui tournant le dos à Tony.
Un coup de feu retentit et le visage de Warren, défiguré par la folie, se figea comme un masque de pierre, tandis que ses doigts se desserraient. Walter le repoussa d'un côté, et Warren tomba mort sur la paille. Ses yeux, emplis de peur, étaient grands ouverts, et la paille sous son corps se gorgeait lentement de sang. Walter se redressa au-dessus de son adversaire tombé, respirant difficilement l'air vicié. Du sang coulait encore de ses blessures, certaines déjà sèches, formant des croûtes fissurées. Il est temps de partir. Il ne s'était pas écoulé 1 heure depuis cette nuit sanglante, et au moins 3 d'entre eux étaient morts. Walter était très faible, bien qu'il s'efforçait de ne pas montrer à quel point il était épuisé physiquement. Il marchait encore d'un pas ferme, mais Tony dut le soutenir en sortant du sous-sol. Personne ne se donna la peine de refermer la trappe, et cela n'était pas nécessaire. Si quelqu'un restait dans la maison, il avait déjà dû repérer la sortie. Walter s'assit dans l'herbe, respirant difficilement, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Tony laissa Margaret et Marco s'occuper de lui, tandis qu'il rechargeait sa carabine et avançait lentement vers la clôture. Un silence de mort régnait. Seul le chant des grillons et des cigales se faisait entendre. La vallée sombre semblait déserte, et Tony ne distinguait rien au-delà de la grande maison et des pointes rouillées de la grille. Il semblait n'y avoir âme qui vive, mais il savait qu'en quelque part, Fisher était là, attendant sa revanche, prêt à s'abattre sur les plus forts. Comme il n'était pas près de la trappe, cela signifiait qu'il y avait une autre issue. Dans l'obscurité, Tony avait du mal à bouger les pieds, trébuchant sur des branches qui craquaient sous ses bottes. Après avoir avancé un peu plus, il faillit se prendre un objet pointu. Il s'arrêta brusquement lorsqu'une barre se planta dans son mollet, déchirant le tissu épais de son pantalon. Tony serra les dents et laissa échapper un grognement inintelligible. Il s'inclina sur sa jambe, palpant la barre qui, d'après lui, mesurait pas moins d'1 centimètre, et la tira. Ses yeux s'étaient un peu habitués à l'obscurité, et en partie grâce à la vue, en partie au toucher, il découvrit qu'au milieu de l'herbe, une clôture en grillage dépassait. Tony la palpait du bout des doigts, et trouva bientôt un endroit où la clôture était presque enterrée dans le sol. Les bords étaient vraiment très coupants. Le grillage se terminait par des barres de différentes longueurs, et chacune d'elles pouvait causer une grave blessure à un voyageur imprudent. Tony franchit prudemment la barrière et continua son chemin. Il atteignit la clôture de la maison sans encombre, puis retourna vers le grillage et fit signe à ceux qui étaient près de la trappe de le suivre. Marco, soutenant le Walter affaibli, l'aida à franchir la clôture. Lorsqu'il le relâcha et partit chercher son revolver, il s'aperçut que l'arme n'était plus là. Marco se retourna et vit le canon du revolver briller dans les mains de Walter. Pendant un moment, il pensa que Walter voulait les tuer tous car son visage était déformé par la colère, mais celui-ci avançait simplement sans sembler remarquer les autres. Les 4 se cachèrent derrière la partie en pierre de la clôture, et Tony fut le premier à oser sortir pour explorer. Il contourna la clôture, s'appuya contre la porte avec son épaule, et Marco le rejoignit, lui prêtant son pistolet. Walter était assis, sa blessure appuyée contre la pierre froide, et Margaret pouvait entendre clairement sa respiration haletante. Il ferma son seul œil sain, tout en serrant le revolver si fort que ses jointures devinrent blanches, et resta ainsi quelques minutes jusqu'à ce qu'un bruit étrange parvienne à ses oreilles. Les branches brisées craquaient encore plus fort, et l'herbe murmurait comme si quelque chose était traîné dessus. Walter se tendit comme un chien de chasse, essayant de comprendre d'où venait le bruit. Une silhouette sombre, boitant de la jambe droite, à peine visible parmi les arbres obscurs, commença à se rendre reconnaissable. Blaze, tenant la hache que Walter avait laissée tomber dans une main et serrant sa cuisse blessée de l'autre, avançait vers eux. Walter leva le revolver, mais sa main fut immédiatement arrêtée. Margaret l'attrapa fermement par le poignet et détourna le canon. « Ils peuvent t'entendre » murmura-t-elle, à peine audible. Walter lâcha le revolver et l'arme tomba au sol avec un bruit sourd. Il se leva, se courbant légèrement, et se dirigea directement vers Blaze, qui n'avait pas encore vu ni Walter ni la clôture. Margaret ramassa l'arme du sol et s'apprêta à suivre Walter, mais elle se rendit vite compte que son intervention ne ferait qu'aggraver les choses pour lui. Blaze atteignit l'endroit où Tony était passé la première fois et faillit se prendre une des barres métalliques, mais, en voyant Walter, il s'arrêta net. Décidé à en finir, Blaze s'avança avec l'intention de tuer l'homme du cirque avec sa propre arme. Mais une des barres s'enfonça, bien légèrement, dans sa blessure sanglante, et Blaze tomba au sol avec un cri sauvage, lâchant l'arme comme un idiot. Walter, voyant son adversaire désarmé, se précipita sur la hache. Il parvint à saisir le manche, mais Blaze, grognant, s'était déjà mis à genoux et esquiva de justesse le coup. Le tranchant passa à quelques millimètres de son nez, coupant l'air dans un sifflement. Blaze tenta d'attraper les jambes de Walter pour le faire tomber, mais ce dernier lui donna un violent coup de botte dans le visage. Le craquement de l'os brisé fut terriblement fort, et Blaze tomba en arrière en hurlant, du sang jaillissant de son nez et de sa lèvre inférieure. Sa lèvre était déchirée, et la peau, tendue par les muscles contractés,
semblait sur le point de se déchirer davantage, tandis que les lignes rouges brillaient dans la pénombre. Walter leva l'âche au-dessus de sa tête et frappa de toutes ses forces. Mais Blaze, plus que quiconque, voulait survivre, et avec une agilité surprenante, il évita la lame tranchante qui s'enfonça dans le sol dans un bruit caractéristique. En roulant sur le côté, Blaze évita le coup. Walter, tremblant de rage, ce qui lui donnait encore plus de force, arracha l'âche avec un grognement, mais il n'eut pas le temps de faire un pas, que Blaze, toujours allongé au sol, frappa sa jambe, le faisant tomber de tout son poids sur le sol ensanglanté. L'escroc se releva en un éclair, tourna Walter vers lui avec un puissant coup de pied et posa son genou sur la poitrine de l'homme, transférant tout son poids sur lui. Il lui arracha l'âche des mains de Walter, qui gémit et porta un coup. On aurait dit que tout était fini. Mais, apparemment, la sensation de la mort imminente donne des forces. Et quelle force! Walter saisit les mains de Blaze juste au moment où la lame effleurait à peine la pointe de son nez ensanglanté, et d'un grand effort éloigna l'âche de son visage. Il frappa les côtes de Blaze et le projeta hors de lui. Un tir au loin fit baisser la garde de Walter un instant. Il tourna les yeux vers la maison en ruine et aperçut des silhouettes sombres courant d'un côté à l'autre. Les tirs se faisaient les plus fréquents, et parmi eux, Walter entendit clairement la voix de Fisher, surpris par cette apparition soudaine. Le rugissement de Blaze le ramena à la réalité. Blaze avait déjà réussi à se redresser, bien qu'il n'ait que très peu de force. Il était tordu d'un côté, et sa jambe blessée ne répondait presque plus. Il brandissait l'âche en avançant vers Walter, qui ne pouvait s'approcher sans risquer d'être atteint par la lame. Lors d'un coup, Walter attrapa le manche de l'âche, mais la lame effleura sa poitrine, déchirant son pull et écorchant sa peau. Il tira brusquement le manche vers lui et donna un coup de pied dans le ventre de Blaze. Blaze se plia en deux et faillit tomber, mais réussit à se maintenir debout. À peine s'était-il redressé que la large lame de l'âche lui trancha le cou avec une force terrifiante. L'âche faillit lui couper le cou en deux, et de la profonde blessure jaillit un jet de sang, imbibant le sol. Blaze, haletant, tenta de saisir le col de sa chemise, mais tomba face contre terre dans l'herbe, noyé dans son propre sang. Les tirs ne cessaient pas et Walter pouvait entendre clairement les cris de ses camarades, mais il ne voyait plus ni leur silhouette ni Margaret. Tous avaient disparu derrière la maison. Walter donna un coup de pied dans le visage pâle de Blaze, taché de sang, avec un air de mépris. Avec rage, il donna un coup de pied dans la tête, faisant craquer les os du cou partiellement coupés, puis se dirigea en titubant vers la maison, faillant presque sur la clôture. Il n'avait que l'âche, désormais inutile pour se défendre, mais il la tenait fermement par la lame, et le manche, couvert de sang, glissait constamment entre ses doigts. Courbé, il avançait le long de la clôture, scrutant frénétiquement autour de lui, cherchant le moindre mouvement. Finalement, il franchit les portes et aperçut, dans la pénombre, une chemise blanche spectrale, celle de Marco. Il s'apprêtait à courir vers le porche pour le rejoindre, mais, du coin de l'œil, il aperçut un mouvement dans l'herbe et s'arrêta. Quelqu'un gisait au sol, une respiration haletante et de faibles gémissements étaient audibles. La personne blessée était allongée sur le dos, une jambe repliée sur le genou, tentant de ramper. Walter se précipita vers cette personne sans se redresser, le visage tordu de douleur, car chaque mouvement de ses muscles faisait brûler sa peau déchirée. Les derniers mètres, il les parcourut à genoux, presque en percutant le corps. Un coup soudain lui coupa le souffle, et ses muscles se contractèrent involontairement, tendant dangereusement la peau autour de ses blessures. Sur le sol, Tony était là. D'une main, il se pressait la gorge, d'où le sang jaillissait en abondance, tout en essayant de ramper vers la maison, mais ses jambes ne répondaient en plus. Le sang s'échappait également du coin de sa bouche, tandis qu'il prenait de grandes inspirations de l'air nocturne, gémissant ou sanglotant. Ses yeux, grands ouverts, étaient fixés sur un point au-delà du visage de Walter. Walter se pencha sur Tony, tentant de le soulever pour l'éloigner, mais Tony, incapable de parler, s'accrocha fermement au bras de Walter, provoquant une douleur aussi intense que celle qu'il ressentait lui-même dans son omoplate, et regardait alternativement Walter et la distance. Walter ne comprenait pas ce qu'il voulait, tenta de lâcher son bras pour aider le blessé, mais Tony ne le lâchait pas, ses yeux brûlants de fureur, comme s'il voulait signaler quelque chose. Walter suivit le regard ensanglanté de Tony et remarqua un fusil de chasse à quelques mètres d'eux. En essayant de l'atteindre, Tony repoussa brusquement Walter au sol au même instant où un coup de feu éclata tout près. La balle passa à côté, et Walter leva les yeux pour voir Glenn qui tenait fermement un pistolet. Où avait-il été tout ce temps? À en juger par la tache rouge sur son t-shirt, il semblait avoir eu une altercation avec Isaac ou s'être mêlé à un autre combat. Il avait probablement trouvé une issue avant les autres, car il ne pouvait pas s'être échappé par la trappe, ni avant ni après. Walter, la tête collée au sol, se glissa vers le fusil de chasse. Il le saisit juste au moment où Glenn s'avançait vers lui à grandes enjambées. Il tira, mais seule une balle atteignit sa jambe, faisant tomber Glenn au sol en criant. Walter se redressa d'un coup, sa tête tournant, ses jambes menaçant de céder.
Luttant contre une vague de nausée qui remontait dans sa gorge, il se précipita vers Glenn qui se tordait sur le sol. Il s'arrêta près de sa tête et appuya sur la gâchette. Aucun tir. Il jura à voix haute, et quand Glenn commença à peine à se retourner, Walter lui frappa le visage avec la crosse. Le choc se produisit sur sa mâchoire inférieure et le bruit indiquait que l'os était probablement cassé. Incapable de continuer à tenir le canon chaud du fusil, Walter le lança vers la maison. Glenn tenta de se relever, se tenant la mâchoire brisée, mais Walter se jeta sur elle, l'écrasant au sol de tout son poids. D'une force mortelle, il la saisit par le cou. Glenn tenta de lui retirer les mains, mais en vain. Alors, elle lui agrippa le visage, précisément à l'endroit où il avait la blessure ouverte. Walter hurla de douleur comme un animal blessé, lâcha sa gorge et commença à frapper son visage. Lorsque Glenn cessa de résister avec autant de force, il la saisit par le buste et tira de toutes ses forces. Un craquement sec et son cou se brisa. Il ne regarda même pas son visage. Walter se releva sur ses genoux, sentant le vertige s'intensifier, et courut vers Tony. Lorsqu'il arriva, Tony respirait à peine et ses yeux étaient enfermés. Walter se redressa, un tir retentit, son corps trembla et il tomba mort à côté de Tony qui agonisait. Fisher, couvert de sang, avec une joue déchiquetée d'où le sang gouttait, baissa son pistolet et sourit d'un rictus féroce. Il ne restait plus que 3, Marco, Margaret et lui. Un gong invisible marquait le début du 3e round. L'air semblait imprégné de l'odeur du sang mêlé à la peur. Si c'était un désert, les vautours seraient redescendus en masse, se battant pour le dernier morceau de chair. Combien de temps s'était écoulé? Et combien de temps restait-il? Seul Dieu savait combien l'explosion qui enfouirait les corps de 7 personnes serait puissante. Et comment étaient-ils morts? Pourquoi? Marco n'arrivait pas à se débarrasser de ces questions alors qu'il se penchait sur les corps de Walter et Tony. Il traîna Margaret vers la maison par une fenêtre de la cuisine, celle par laquelle Glenn était sorti. Il lui laissa le pistolet de Tony et garda son propre revolver. Il ne lui restait qu'une balle dans le barillet, et il devait l'utiliser à bon escient. Margaret ne savait pas encore que ses compagnons étaient morts, mais ce n'était pas le moment de lui dire. Marco se releva d'un bond en entendant un coup de feu à l'intérieur de la maison. Haletant, il courut vers la demeure et, pour son immense soulagement, il aperçut Margaret, indemne. Elle se trouvait derrière la porte brisée, dont le verre était couvert du sang de Walter, et elle pointait son arme vers l'escalier. « Il n'a plus de balles !» dit Margaret. « Maintenant, ça dépend de nous. » Marco n'en croyait pas ses oreilles. C'était leur chance, et il ne comptait pas la laisser passer. Lui ordonnant de rester dans la salle à manger, Marco se précipita vers les escaliers. Fisher était déjà au 2e étage, mais où pensait-il s'échapper? Il s'était piégé lui-même, mais il n'était pas encore temps de se détendre. Lorsque Marco arrive au 2e étage, Fisher n'était nulle part, ni visible, ni audible. Sans baisser son revolver, Marco avançait prudemment, essayant de ne pas se trahir par des bruits inutiles. Seul un mince rayon de lumière provenant de la chambre de Walter éclairait le couloir. La lampe à kérosène s'éteignait de plus en plus, et à sa lumière, Marco aperçut le corps déjà bleu de la première victime, Isaac. Il se concentra tellement sur son visage qu'il faillit tomber en glissant sur une flaque de sang qui s'était déjà étendue sur le seuil et une partie du couloir. Avançant avec précaution, il laissait derrière lui une traînée de pas sanglants. Au bout du couloir se trouvait une petite fenêtre, clouée plus hermétiquement que les autres. Comme au début de cette semaine, lorsqu'il était arrivé, une tempête éclata la nuit. Il l'avait accueilli dans cette maison, et maintenant il la quittait. Le ciel tout entier fut illuminé par un éclair brillant, et un éclair épais et ramifié se refléta dans les yeux de Marco. Il fit un pas en avant, et de fortes mains, dont l'une manquait de pouce, l'agrippèrent par le cou. Les mains de Fisher glissaient sur son cou, noyées dans le sang. Il n'arrivait pas à saisir fermement Marco. Ce dernier frappa plusieurs fois les côtes de son adversaire, mais malgré cela, la prise de Fisher ne se relâchait pas. La main ensanglantée, où l'on voyait la chair et l'os, là où le pouce aurait dû être, saisit Marco par la nuque. Il sentit qu'il était projeté contre le mur, réussissant à poser son épaule avant l'impact. Le coup lui expira tout l'air des poumons et le revolver tomba bruyamment au sol. Fisher serra le poing et lança un coup, mais Marco réussit à se baisser, et le poing de Fisher frappa le mur. Un craquement se fit entendre, et un cri déchirant sortit de la gorge de Fisher. Marco l'attrapa par le col de sa chemise et l'écrasa contre le mur de la tête. Un éclair illumina le visage de Fisher, sa joue déchiquetée semblait un morceau de chair battue, et Fisher ne cessait de cracher du sang. Le jeu venait à peine de commencer, tous s'étaient précipités à la recherche d'une issue, sauf Isaac. Il avait décidé de poursuivre Fisher, qui avait déjà baissé sa garde et lui avait tourné le dos. Isaac lui arracha le pistolet des mains. Ils se battirent longtemps avant qu'il ne décide de décorer le visage de Fisher et de le projeter contre l'un des murs, où un clou était enfoncé. Tandis que Fisher se tordait de douleur, Isaac monta au 2e étage où il fut achevé. Fisher lançait des coups presque à l'aveugle, mais il manquait toujours sa cible. Lors d'une de ces attaques, Marco saisit sa main et la tordit brusquement dans la direction opposée, brisant l'os.
le cri de Fischer résonna dans toute la maison. Marco le plaqua contre le mur et, avec plusieurs coups précis et pleins de fureur, il l'assomma, lui écrasant tous les organes abdominaux. Fischer glissa le long du mur jusqu'au sol, respirant difficilement sans pouvoir dire quoi que ce soit, bien qu'il soit évident qu'il en mourait d'envie. Marco attrapa Fischer par le col de la chemise et le traîna sur le sol, le noyant dans la flaque de sang d'Isaac. Les talons des chaussures de Fischer frappèrent les marches pendant qu'il descendait. Sa tête se balançait d'un côté à l'autre et ses paupières ne s'ouvraient plus. Marco lança Fischer contre la porte d'entrée, qu'il avait lui-même clouée, et plusieurs clous traversèrent mon père son dos. Fischer hurla de douleur et Marco lui donna immédiatement un coup violent à la mâchoire. Il s'effondra au sol. Ses mouvements nerveux trahissaient son désir de se relever, mais il n'y parvenait pas. Marco le laissa un instant et retourna avec un rouleau de corde qu'il avait trouvé à la lumière tamisée de la lampe dans le cellier. Il n'y avait nulle part où attacher Fischer, à part la poignée de porte au-dessus de sa tête. Il n'y avait ni charnière ni autre possibilité. Marco enroula un bout de corde autour du cou de Fischer et l'autre autour de la poignée. Fischer aurait pu l'atteindre, mais les clous étaient profondément enfoncés dans son dos, menaçant de le déchirer au moindre mouvement imprudent. Marco enroula 3 tours de corde autour de son cou et Fischer tenta de les défaire de ses mains. Il était clair que la corde le strangulait. Marco enroula plusieurs fois encore la corde autour de la poignée et fit un nœud serré. Fischer resta à moitié suspendu par le cou, à moitié cloué au mur. Enfin, Marco lui donna un coup de pied dans le ventre, ce qui enfonça les clous encore plus profondément dans son corps. Mais de sa bouche déchiquetée ne sortit qu'un faible sifflement. Il ne lui restait plus que 2 options, mourir du choc de la douleur et de la perte de sang, ou être déchiqueté par l'explosion. Marco regarda Fischer avec haine, qui se tordait dans la corde, puis il se rendit à la salle à manger. Dehors, la pluie tombait à torrents, mais il ne pouvait-y pas attendre qu'elle cesse. Marco empaqueta ses affaires, celles de Margaret, lava toute la sang de son visage et de ses mains dans l'évier, puis l'emmena au sous-sol. Il ne voulait pas que Margaret voie son mari, dont le visage était couvert de sang. Il ne voulait pas qu'elle voie quoi que ce soit. Trop de cadavres dans cette fichue maison. Marco décida qu'il devait en se rendre dans une ferme voisine pour demander refuge, et seulement ensuite revenir. Revenir, mais sans oublier tout ce qui s'était passé ici. Il sortit 2 valises sous la pluie battante et aida Margaret à se lever. Il prit les valises et Margaret n'eut qu'à le suivre. « Et les autres » demanda-t-elle lorsque Marco leva les bagages. « Il ne reste plus personne » répondit-il par-dessus son épaule. « Seulement toi et moi. Nous deux. Seulement nous deux. Est-ce tout » se demandera-t-on. « Oui, c'est tout. Lorsque j'ai lu ce manuscrit, je n'ai pas bien dormi. J'avais toujours cette sensation que quelqu'un me suivait. Je n'ai jamais été impressionnable, mais réaliser que tout cela s'était réellement passé me faisait avaler ma salive chaque fois que j'entendais un bruit dans la pièce. Dans ce manuscrit, qui semblait inachevé, il y avait beaucoup de non-dits, mais je ne pouvais rien changer, sinon tout aurait été gâché. Après l'avoir lu, ce même jour, je me rendis au commissariat pour voir mon contact et résoudre toutes les questions qui tournaient dans ma tête. Et qu'ai-je découvert? Peut-être devrais-je commencer par le lieu du crime. La maison a réellement été détruite, et la pluie n'a fait que légèrement éteindre l'incendie qui avait pris la place de ce qui était autrefois la demeure. L'explosion a déformé la clôture, et une des portes s'est complètement détachée. Parmi tous les corps, seuls ceux de Blaze et Warren ont été retrouvés intacts, car l'explosion ne les avait pas atteints. Les autres ont dû être récupérés littéralement en morceaux. Lorsque les premiers fermiers ont découvert les restes, il n'y avait aucune trace de manuscrit. La police a passé beaucoup de temps sur les lieux du crime, mais le plus terrible, c'était qu'il n'y avait aucune preuve, tout avait été détruit par le feu. Moins d'1 semaine s'était écoulée et l'enquête était dans l'impasse. Un matin, le commissaire retourna dans son bureau et, comme d'habitude, en consultant son courrier, il trouva une grande enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur de cette enveloppe se trouvait le même manuscrit, la seule preuve matérielle qui incriminait tout le monde. Un carnet à spirale de grand format, chaque ligne écrite d'une manière très négligée, avec de larges ratures sur certaines parties. Bien sûr, le contenu n'était pas aussi artistique que ce que je vous ai présenté. Les entrées ressemblaient plutôt à un rapport de police, mais les descriptions des personnes, des événements et des meurtres étaient si détaillées qu'il ne faisait aucun doute sur la véracité de ces entrées. Je n'ai fait que rendre le texte lisible pour le citoyen moyen et omettre le lieu des faits. Que serait-il advenu de ces ruines, de ce qui restait de la maison à 2 étages? Une autre attraction touristique à regarder? Moi, je voyais cet endroit plus comme une tombe commune, qui ne devrait pas être visitée par la foule. Qu'est-il advenu de Marco et Margaret? Où sont-ils maintenant? Et enfin, qui a écrit ce manuscrit? Je n'ai trouvé aucun fait fiable qui réponde à ces questions. Que savions-nous vraiment de ces personnes, de tous ceux qui sont morts dans cette maudite maison?
Seulement les brèves descriptions du carnet, rien de plus. J'ai longtemps réfléchi à qui ils étaient vraiment, comment ils étaient liés à Fischer et pourquoi Fischer avait organisé ce carnage. L'auteur mentionnait plusieurs fois qu'ils avaient été réunis pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Mais qu'était-ce donc? Peut-être l'auteur le savait-il depuis le début. Et maintenant, cet écrivain mystérieux, quel genre de personne était-ce? J'ai examiné minutieusement chaque ligne du texte, cherchant à découvrir qui parmi ces personnes avait écrit le carnet et l'avait envoyé au commissaire. Beaucoup diront « c'était l'un des survivants ». Mais Marco avait-il des inclinations pour ce genre d'activité? J'en doute fort. Pas plus Margaret, qui aurait difficilement pu se mettre à écrire sur tout cela, surtout qu'elle n'a pas été témoin direct de tous les événements. Alors, une idée m'est venue. Dans le manuscrit, tous les événements sont décrits. D'abord, on suit Walter, puis Marco. Avec une précision étonnante, l'auteur a décrit chaque action, comment chaque personne a été tuée, ce qu'on pouvait entendre, voir, sentir. Il a même abordé les sentiments. Qui d'autre peut décrire avec précision les sentiments d'une personne? Seulement l'individu lui-même, ou un observateur externe avec une grande imagination et une attention aux détails. J'ai analysé toutes les possibilités qui se sont présentées dans mon esprit en relisant le carnet, et enfin, l'image la plus plausible s'est formée dans ce cas. Il n'y avait pas 9 personnes dans la maison, mais 10. Ce 10e invité ne s'est pas identifié. Il a simplement effacé sa présence de tous les événements, mais a été un participant direct. Cette personne a tout vu, tout entendu, tout su. Il ou elle a assumé le rôle de narrateur, mais l'a fait de manière si subtile qu'il est passé inaperçu. Aucun nom de famille, aucun détail biographique spécifique. Combien de propriétaires de cirque ambulants nommés Walter pourrait-il y avoir dans le monde? Combien de courtiers en bourse nommés Warren ou d'épouses gâtées de millionnaires appelées Abigail? C'est effrayant à imaginer. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à l'auteur de ce carnet. Peut-être a-t-il aussi subi des blessures. Savoir que Fischer et Isaac se sont affrontés immédiatement après l'annonce du début du jeu, savoir ce bref échange entre Margaret et Tony, qui aurait pu entamer une relation si ce dernier n'était pas mort, tout cela, l'auteur aurait pu l'apprendre parce que d'autres lui ont raconté. C'est pourquoi je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette maison, quelqu'un qui nous a raconté toute cette horrible histoire. Le commissaire ferma l'affaire, faute de preuves et de suspects possibles. Le dossier fut archivé et, apparemment, oublié. Mais des affaires comme celle-ci, qui ne sont pas du tout ordinaires, ne s'oublient pas facilement. J'ai pris le manuscrit. Et maintenant, tout le monde saura ce crime inconnu. Je ne sais pas quel sens pratique aura mon œuvre et celle de l'auteur inconnu, mais je suis certain que beaucoup en tireront une leçon. Aucune de ces personnes n'a pensé à la valeur de sa vie, et elle s'est éteinte de manière si soudaine. Peut-être vaut-il la peine de réfléchir plus souvent à nos propres vies, surtout parce que personne ne sait combien elles peuvent être courtes.